Voilà, c'est bon, allez-y. Donc je vous montre là le schéma très schématique de la méthode de fusion par laser qui sera utilisée. Ici, vous avez du deutérium-tritium, donc c'est des atomes légers qui vont entrer en combustion si on leur permet d'avoir une densité très grande, une température très grande, pour avoir un temps qui sera bref peut-être, mais suffisamment long pour que des réactions résultantes se produisent. Alors ici se trouve la réserve de combustible, un petit peu l'équivalent de l'échange que vous avez dans votre réservoir dans une voiture, et mettons 10 fois par seconde, une petite sphère part de cette boîte pour descendre et arriver au milieu de cette grande sphère. Cette grande sphère, pour fixer les idées, elle aura pour mission, comme je vais vous l'expliquer, de récupérer l'énergie produite. Elle pourra avoir 10, 20 mètres de diamètre, 25 mètres si on le veut. Elle est grande, elle est constituée par deux sphères métalliques qui, à l'intérieur de ces sphères métalliques, un liquide qui peut être parfaitement de l'eau et qui va récupérer l'énergie produite et qui va produire une source chaude qui pourra aider à la production d'énergie électrique. Donc, une sphère tombe 10 fois par seconde, elle arrive au milieu de ces sphères, de ces grandes sphères. C'est une petite sphère, mettons, de 1 mm de rayon, et elle se trouve éclairée, quand elle arrive dans ce centre de la sphère, par des flux laser qui compriment la sphère. Phase compression. Et une fois que cette compression a été faite, une onde laser émise en un temps très bref et d'une puissance extrêmement grande va faire exploser cette petite sphère, va faire l'allumage rapide, et au cours de cet allumage rapide, une énergie importante va être émise par les neutrons qui apparaissent au cours de cette réaction. Ces neutrons vont tomber sur cette sphère intérieure. J'ai dit il y a deux sphères concentriques ici pour récupérer l'énergie produite. Les neutrons vont se trouver absorbés par la sphère intérieure et dont la température va se lever. Il va donc y avoir un flux d'eau qui va se trouver échauffé et va nous permettre, n'est-ce pas, de récupérer l'énergie produite par la fusion. Vous voyez que là, il y a une structure qui est très schématique, qui est difficile à réaliser, c'est certain, mais qui produit l'énergie sans qu'apparaissent de difficultés matériaux importantes. N'est-ce pas? Ces sphères sont des sphères de 30 mètres de diamètre, par exemple, constituées par un métal qui peut être choisi, mais qui ne présente pas de difficulté majeure à réaliser. Et grâce à cette sorte de chose, je produis de l'électricité sans difficulté majeure. Il existe une difficulté à l'allumage que j'ai évoquée, mais on voit bien qu'il existe, lorsqu'il s'agira de développer l'usine, une difficulté parce que l'hydrogène doit être liquide, or il se liquéfie à très basse température. Il y aura donc tout un travail pour faire transmettre cette sphère à l'état solide sur un trajet assez long, et il faudra étudier la manière de le faire. Mais ce que je sais, c'est que éclairer là cette sphère de manière extrêmement précise comme il le faut, c'est possible parce que je peux, au cours de la descente de cette sphère, mesurer avec précision la position de cette sphère, la mesurer au micron près avec beaucoup de précision, et je pourrais également, ayant mesuré cette position-là, réagir sur le point de concentration de l'énergie représentée en rouge, cette énergie de grande énergie, parce que cette énergie sortira en pouvant être contrôlée de manière à se concentrer électroniquement en un point précis de l'espace.
de telle sorte que nous sommes en face de certaines difficultés qui sont importantes. Alimenter cette chambre de combustion d'une manière précise, en ayant à transporter une sphère d'hydrogène liquide qui doit rester solide et liquide dans une phase condensée pendant un temps suffisant, ce qui n'est pas facile. Et d'autre part, il faut concentrer l'énergie du laser de compression et aussi du laser d'allumage rapide avec précision. Mais l'optique nous donne des possibilités de contrôle des points de concentration extrêmement puissantes, et nous en avons d'habitude en optoélectronique, et je pense qu'on doit y arriver. Ça demandera un effort de développement qui sera important, qui demandera 30 ou 40 ans certainement, mais compte tenu de la puissance des technologies que nous avons à notre disposition, je suis convaincu qu'on y arrivera. Et je suis convaincu qu'on y arrivera, et dans des conditions où il y aura une fiabilité, il y aura une possibilité d'avoir beaucoup de confiance dans la technologie, d'une part dans sa fiabilité et d'autre part dans son relativement faible coût. Si je vous affirme cela, c'est parce que j'ai une expérience personnelle, voyez-vous, de l'électronique, des progrès de l'évolution de l'optronique depuis grosso modo du 2055 jusqu'à nos jours. J'ai eu la charge, j'ai eu la responsabilité, j'ai été chargé des opérations qui ont permis, peu après le couronnement de la reine d'Angleterre, de passer des émetteurs de télévision et des récepteurs de télévision très difficiles à réaliser et très lourds et très coûteux. Nous avions des émetteurs de télévision pour assurer la transmission de la télévision vers les années 55-60, n'est-ce pas, des émetteurs qui pesaient des dizaines de tonnes et qui comportaient des matériels électroniques coûteux et ayant une fiabilité limitée. Vous savez que depuis 2050 jusqu'à l'an 2000, nous avons été capables de passer de matériel qui pesait des kilos, voire des dizaines de tonnes, dans des matériels qui vous portez à la main grâce à ce qu'on appelle les téléphones portables. On est passé de systèmes qui pesaient des tonnes à des systèmes qui pèsent quelques centaines de grammes et qui non seulement pèsent c'est un avantage considérable, qu'ils ne pèsent pas lourd, mais vous avez pu constater qu'ils ont beaucoup de fiabilité et qu'ils sont d'un coût extrêmement modeste. Donc j'ai été responsable opérationnellement de cette transformation. C'est ce qui me permet d'affirmer que, en particulier, cet élément qui va être très important, l'allumage rapide et les lasers de compression, je suis formel. J'ai d'une part eu cette expérience du passage des grands dispositifs des années 50 au téléphone portable, et d'autre part, c'est mon laboratoire à Marcoussis qui a créé la technologie des lasers de grande puissance. C'est notre proposition de travailler en vue de fusion par laser a été acceptée par le général de Gaulle, et grâce à des équipes travaillant de manière tout à fait fraternelle et avec des gens extrêmement efficaces, nous avions une telle avance, nous faisions des lasers qui délivraient 500 joules alors que les autres faisaient 10 ou 20 joules. Et nous avions une telle avance que le président des États-Unis a demandé au président français l'aide de la France. Ceci, c'était en 1967. Le général de Gaulle, qui était au pouvoir à ce moment-là, a accordé cette aide, et depuis lors, cette coopération entre les Français et les Américains s'est poursuivie. Et je crois qu'on peut dire que les Français ont, indépendamment des Russes, proposé ce concept de la fusion par laser. Seulement, les Français ont été capables de créer la technologie de laser de grande puissance qui, justement, a amené les Américains à demander l'aide de la France. Je crois qu'on peut dire que si je m'appuie de manière extrêmement forte sur cette conviction que
cette technologie qui est schématisée ici pourra être réalisée d'une manière fiable et pour un coût modeste, je m'appuie sur une expérience personnelle extrêmement solide qui me permet de vous transporter ce message. Ce schéma ne comporte pas de difficultés majeures du côté matériaux. Alors il faut faire très attention aux difficultés matériaux si on est obligé de faire un dispositif en admettant que le matériau avec lequel on va le réaliser n'existe pas, mais qu'on le trouvera un jour. Il faut être très prudent. Il n'est pas sûr qu'on pourra le trouver. Ici, je ne vois pas dans ce schéma de principe très schématique. Je vois qu'il y aura une pièce qui fera peut-être 100 mètres sur 100 mètres et 20 mètres de haut, qui contiendra l'allumeur rapide. Il sera pour l'essentiel un appareil qui contiendra du verre, qui contiendra des dispositifs électroniques pour éclairer le verre, mais pour essentiel, ce sera un matériel d'électronique dans lequel on utilisera les méthodes de fabrication collective qui ont fait le succès du portable, le succès de la microélectronique, et je crois que nous aurons là toute la fiabilité que nous pourrons souhaiter. Pour le reste, il s'agit là, pour la récupération de l'énergie, pour la transformation d'énergie obtenue en énergie électrique, il s'agit de technologies que nous connaissons bien. Il y a certainement une difficulté qui apparaît, qui est de présenter 10 fois par seconde une petite sphère de 1 mm de rayon. Ce n'est pas sans difficulté. Il faut concentrer l'énergie de manière précise sur ce point, mais je suis convaincu que les ingénieurs qui auront à réaliser ça auront l'imagination suffisante pour trouver des solutions au problème qui est posé. Ce sera un problème technique, difficile, mais je crois que les ingénieurs français et du monde entier ont dominé des difficultés de ce genre d'une manière tout à fait excellente. Donc, en conclusion, je crois pouvoir vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans une position extrêmement simple. Nous avons un intérêt considérable à faire la production d'énergie grâce à la fusion nucléaire par laser. Ce concept nous permet d'utiliser un combustible qui se trouve abondamment partout dans les eaux et dans les rivières et les océans. Donc, de ce côté-là, nous n'avons pas d'inquiétude à avoir. Dans cette masse énorme qui nous entoure, il existe une grande abondance d'énergie. D'autre part, le principe utilisé ne comporte aucun déchet dangereux, ne permet pas de prévoir des dangers d'explosion. Donc je crois que nous avons là un principe extrêmement prometteur. Nous savons qu'il y a une première difficulté qui est d'obtenir l'allumage. Il n'a pas encore été obtenu, c'est vrai, mais les études en vue de voir de quelle manière cette impulsion très brève peut conduire à l'allumage et doit, à notre avis, et l'avis de la plupart des gens, pour ne pas dire la quasi-totalité des gens qui ont travaillé sur cette question, ils pensent que les phénomènes scientifiques nous permettront d'obtenir l'allumage. Donc nous sommes dans une situation où, vers 2025 approximativement, nous aurons obtenu l'allumage. D'ici là, il faut concentrer un certain nombre de moyens. Nous avons déjà des moyens importants à Bordeaux et puis à Paris. Il s'agit probablement de les renforcer quelque peu pour que l'imagination des jeunes chercheurs puisse se développer, puisse se former et puisse nous permettre de franchir la difficulté. Il est clair que les Français sont à l'origine de ces travaux, mais aujourd'hui, aux États-Unis, en Chine, au Japon, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, toutes ces choses sont étudiées de manière extrêmement solide, de telle sorte que nous pouvons prévoir que l'allumage, nous l'obtiendrons en 2025. Mais dès que nous l'aurons obtenu, je suis formel. Cette structure-là sera difficile à mettre en œuvre, mais il n'y aura pas de difficultés de fond insurmontables, comme par exemple la nécessité d'un matériau qui n'existe pas.
Et je suis convaincu que les ingénieurs de développement arriveront à bâtir une technologie tout à fait solide, tirant parti des possibilités de l'électronique, et qu'on pourra ainsi construire une centrale dans laquelle on fera une sorte de gigantesque moteur à explosion qui nous permettra d'obtenir de l'énergie électrique d'une manière abondante, sans risque d'accident, sans risque de déchets et pour un prix modeste.